Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Ultra Mental, le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail running. Dans chaque épisode, plongez dans des conversations inspirantes pour décoder de nouveaux outils et des astuces pour transformer votre approche du sport mais aussi de votre quotidien. Chaque semaine, je vous invite à partager un moment unique avec des experts, des préparateurs mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés comme vous et moi. Bref, que vous soyez coureur amateur ou ultra-trailer aguerri, vous êtes au bon endroit pour commencer à cultiver un mental d'acier. Alors bonne écoute! Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on reçoit Eric Clavry. Eric, salut, je suis absolument ravi de t'accueillir dans le podcast. Tu m'as fait le plaisir de répondre positivement à ma demande, je te remercie infiniment. Et c'est vrai que ton profil, quand j'ai commencé à un peu chercher qui inviter dans le podcast des sportifs, etc., des experts, tu cochais absolument toutes les cases. Tu connais la prépa mentale depuis longtemps, tu vas nous en parler. Tu es sportif, un athlète de haut niveau, et en même temps, tu t'es passionné par la préparation mentale et tu t'es formé. Donc, Eric, bonjour et merci d'être là. Salut Pierre, merci pour ton invitation et je suis honoré d'être le premier. Et oui, J'espère d'une longue lignée et de beaucoup de podcasts riches et intéressants. quoi de mieux que de lancer un podcast avec un champion du monde de trail, c'est toujours correct. C'est toujours pas mal. Donc, ce que je te propose, Eric, c'est qu'on commence gentiment en se présentant un petit peu qui tu es en tant qu'homme, qui tu es en tant que sportif et le coach. Et l'idée, c'est d'arriver assez vite justement à ce qui va nous intéresser dans cet épisode, c'est-à-dire le mental. Ouais, alors moi c'est donc Eric, hein, ça tu l'as déjà présenté. Je suis père de trois enfants, j'habite la région nantaise et ça a son importance par rapport à tout ce que j'ai pu faire à côté, notamment sur l'aspect mental et sur les croyances. Voilà, je suis originaire de Normandie, de la Manche exactement. J'ai vécu pas mal de temps sur Royan, Charente-Maritime et là depuis une vingtaine d'années maintenant, je suis sur la région nantaise, dans le vignoble nantais. Alors, professionnellement, alors déjà sportivement, j'ai commencé par le triathlon, enfin la course à pied depuis tout petit. Mes parents étaient profs de sport. J'ai commencé par du triathlon, alors du tennis, mais du triathlon plus sérieusement à 16 ans, en 1996. Voilà, ça remonte un peu. Jusqu'à 2008, j'ai fait pas mal d'Ironman, avec notamment 2 fois l'Ironman d'Hawaï. J'ai fait une troisième place au championnat du monde de longue distance en catégorie d'âge à Lorient en 2007. J'ai terminé avec un moins de 9 heures sur Ironman au Challenge Kell à Roth. Et puis j'ai basculé sur trail, donc trail, voilà, comme tu l'as évoqué, champion du monde en 2011, donc c'est allé vite. J'ai eu cette chance-là de pouvoir représenter la France d'une part et surtout d'avoir cette tunique de champion du monde. Donc ça, c'est assez formidable. Et puis après, j'ai fait évoluer ma carrière avec de l'ultra trail. Donc j'ai fait la Réunion, l'UTMB, pas mal d'autres trails, des courses à étapes aussi comme le Marathon des Sables qui m'ont été très inspirants, très riches, notamment pour la suite. On y reviendra par rapport à l'actualité et ce que je développe en dernier. Et puis du 100 km, du 24 heures, avec le record de France de 24 heures en 2019 lors des championnats du monde où je termine quatrième. Et puis donc 100 km, un vice-champion de France, et puis un championnat du monde abandonné suite à une blessure, une hernie cervicale. Et puis en 2020, voilà, la traversée des Pyrénées, le JR10, donc une expérience assez incroyable, une expérience unique de partage, d'aventure, de découverte de soi et des paysages. Quand je dis de soi, c'est aussi par rapport à l'aspect mental, donc c'est des choses qui sont assez fabuleuses et des capacités du corps humain aussi. Du corps humain et de l'esprit humain, c'est assez incroyable jusqu'où on peut se mener. Et c'est pour ça que les courses à étapes m'ont beaucoup inspiré pour aller vers ce côté aventure. Voilà. Et pour le dernier point, donc le côté prépa mentale. Alors la prépa mentale, ça fait très longtemps que je m'y intéresse. Moi, les premiers souvenirs où je mets vraiment des choses dessus, même si c'est encore plus en avant, mais c'est vraiment Hawaï, quand je fais l'Ironman d'Hawaï en 2004 et 2005, où là j'ai vraiment eu un flash sur l'importance du mental sur les épreuves, notamment sur les croyances qu'on pouvait ancrer et qui pouvaient
nous limiter dans nos performances. Et ça a été un déclic, un déclencheur assez exceptionnel et qui fait que d'épreuve en épreuve, hein, d'année en année, j'ai essayé de mettre des choses en place, de travailler sur cet aspect-là, même si je pense que j'avais des facultés de base dues à mon éducation, notamment à mes expériences d'enfant. J'ai mis des choses en place, je me suis développé, j'ai rencontré aussi des belles rencontres, notamment mon entraîneur Pascal Balducci, disparu depuis, mais qui lui a été coach physique et mental, donc qui m'a beaucoup apporté aussi dans cet aspect. Et puis, je me suis formé en 2017-2018 à la méthode Target, donc une méthode qui fait assez référence dans le milieu de la prépa mentale, qui date de plus de 40 ans, donc qui est issue du sport de haut niveau et de la voile tout particulièrement, et qui maintenant se décline au niveau professionnel, au niveau étudiant, au niveau à tout niveau, parce que la prépa mentale n'est pas le domaine réservé des sportifs et on peut l'exploiter dans de nombreux milieux. C'est-à-dire à chaque fois qu'on est soumis au stress, qu'on a des tensions ou qu'on a besoin de relâchement pour pouvoir être fluide dans son action et aller chercher la performance qu'elle soit sportive, professionnelle, étudiante, voilà, ou loisir, hein, ça peut être dans tous les domaines. Donc voilà un petit peu pour un bref aperçu. Et donc professionnellement maintenant, j'ai été fonctionnaire, fonction publique dans le bâtiment, travaux publics. Et donc maintenant, je me suis reconverti. Euh, Pas exclusivement, mais beaucoup dans la préparation mentale. Je fais aussi pas mal de conférences au niveau d'entreprise sur mon expérience de sportif de haut niveau alliée avec croisée avec la préparation mentale. Ça a beaucoup d'intérêt en général. Et puis, je suis consultant sur quelques épreuves de trail également. Je m'éclate en fait dans tout ce qui tourne autour du sport et de la course à pied parce que c'est vraiment mon univers et mon domaine. Et, euh, et voilà, et je continue aussi le sport et mes aventures de fou, mais ça, je crois qu'on y reviendra plus tard. Oui, tu continues effectivement bien le sport. Tu disais un truc qui est hyper important, je voulais le relier avec justement un petit peu avec l'enfance. Bon, clairement, t'as passé une enfance sportive avec des parents sportifs. Tu parlais du déclic Hawaï 2004 qui a résonné avec ton enfance, justement. Moi, j'ai entendu une de tes anecdotes, justement, et j'aurais bien aimé qu'on revienne dessus, si tu veux bien sur ce moment où tu as 9 ans et demi, je crois, et ton père te propose de faire un test sur piste pendant 1 heure et tu le suis, en fait, à ce Alors, moment-là. les termes que tu as utilisés sont intéressants et très importants. Mon père m'a proposé. Ouais, Il m'a tout à fait. pas imposé, il m'a Mm, pas forcé, il m'a proposé. Et ça, c'est super important. Alors maintenant, je suis père de famille, j'ai 3 enfants et tout. mm. Moi, mon objectif, c'est que mes enfants soient heureux, quoi qu'ils fassent, quel que soit leur niveau, quel que soit leur voilà, dans le domaine qu'ils aillent. Et il est important on peut orienter, bien sûr. C'est naturel en tant que parent. On a souvent coutume d'aller là où nos passions nous emmènent nous-mêmes en tant que parents. Mais puis les enfants aussi nous regardent quand même avec des yeux pas de super-héros comme on peut le voir, mais pourquoi pas des fois, mais en tout cas avoir cette motivation de nous suivre. Donc c'est important de leur proposer des choses des fois, et ils prennent ou ils prennent pas. Mais ça peut, s'ils prennent, ça peut ouvrir à des grandes choses. Et là, en l'occurrence, effectivement, à 9 ans et demi, tout juste, hein, c'était moi, je suis né un 7 juin 1980 et c'était le 7 janvier, le 6 janvier 1989 de mémoire, ou 90, parce que sinon j'avais pas encore 9 ans et demi, 1990, et en plein hiver, mon père qui était coach proposait de faire tous les ans un test d'1 heure sur piste assez au groupe de coaching d'athlètes de loisirs qui coachaient. Et moi, innocemment, j'avais répondu oui. Et j'étais parti dans le froid, c'était à Coutances, dans la Manche, là où maintenant il y a Guillaume Ruel notamment et son père, que je salue, Stéphane. Et donc j'ai fait des tours de piste dans le froid, dans la nuit, parce que c'était le soir. Et j'ai tourné, je me suis fait plaisir, j'avais les autres coureurs. Et puis à la table de marque, il y a mon père qui notait les tours de chaque coureur. Et il s'avère qu'au bout d'1 heure, j'avais fait quand même 11 km 340. Donc ce qui est tout à fait honorable, surtout à 9 ans et demi. Donc, voilà, moi, je n'avais pas forcément conscience, j'en ai pris conscience assez tard, en fait, de la performance. Quand on devient adulte, on peut comparer, voilà, on ouvre les yeux sur un peu les jogging, les joggers du dimanche qu'ils peuvent faire et tout ça. Bref, mais voilà,
J'irai même plus loin. Donc, dans cette proposition d'être de parents, c'est l'éducation est très importante. Alors là, effectivement, mes parents profs de sport, donc forcément, j'étais attiré par orienté vers le sport, et j'ai eu ces opportunités qui m'ont été données de pouvoir m'épanouir dans le sport. Mais il y a toutes sortes d'autres choses. Ces voyages qu'on faisait en habitant en Normandie. On partait en Grèce en voiture avec le Zodiac dégonflé dans le coffre, et puis arrivé en Grèce, on gonflait le Zodiac, et puis on avait juste du riz avec nous, et on allait d'île en île, on bivouaquait sur les îles, et on mangeait uniquement que la pêche, en viande, on mangeait uniquement le poisson que mes parents pêchaient, quoi. Donc c'était un peu du koh quoi, quelque part. Mais c'est pas anecdotique si je raconte ça. Si j'en suis maintenant là où j'en suis, que je vais faire mes aventures un peu à la folle, comme j'ai fait le JR10, comme j'ai fait même les ultra trails, hein, mais comme je vais faire le JR34, mais aussi comme je faisais le triathlon, et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté, parce que je trouvais plus ce que je recherchais, c'est ce côté aventure en fait qui m'anime. Et ce côté aventure, il vient de mon éducation. Donc en fait, on se construit avec ses expériences, avec son éducation, mais là où il faut faire attention par contre, c'est, alors là je prends peut-être un petit peu les devants, mais c'est que l'éducation, notre environnement, pas que familial, éducatif ou autre, peut aussi amener à des croyances limitantes qui vont nous faire dire, mon père, plutôt que de me proposer de faire 1 heure sur piste, aurait pu me dire, non, non, t'es trop jeune, comme c'est le cas pour la Fédé, enfin, je jette la pierre à personne, mais il s'avère que la Fédération française d'athlétisme, les distances, et c'est bien parce qu'il faut un cadre, voilà, tel âge, telle distance, tel âge, telle distance, jamais j'aurais pu faire 1 heure avant mes 16 ans, voire 18 ans, je sais, je crois que c'est même 18 ans. C'est-à-dire que j'aurais dû attendre 8 ans pour faire ça. Non, j'ai eu cette opportunité qui m'a été donnée, que j'ai saisie innocemment, et peut-être qui m'a inspiré pour les fois. Et c'est vrai que quand on partait en vacances l'été chez mon oncle, moi je m'amusais le soir pendant qu'il était à l'apéro à faire des tours de maison, quoi. Donc j'arrêtais pas de courir parce que ça m'a été proposé. Mais donc faire attention aux croyances limitantes qui pourraient être a fortiori. Voilà, il aurait pu me dire non, non, t'es trop jeune, va pas courir, enfin, cours pas, tu vas te contenter de faire 1 quart d'heure pour accompagner les autres et après tu t'arrêtes. Et là, ça aurait pu tout changer dans ma vie de sportif. Ça aurait pu t'imposer de te dire, déjà c'est ton père, donc tu as 9 ans, il te dit ça, même s'il te l'impose pas, il te dit, tu es jeune, c'est normal, tu t'arrêtes, ça aurait été absolument normal et ça aurait été, comme tu as été innocemment faire 1 heure, tu aurais innocemment arrêté au bout d'un quart d'heure Tout et à ça aurait été fait, tout tout à à fait fait. normal. Une proposition qu'on saisit pas, il m'aurait dit effectivement, tu peux t'arrêter. Peut-être que j'aurais arrêté, mais ça aurait tout changé aussi. Donc voilà, c'est vraiment des faits de vie qui font que on devient ce qu'on est. Des fois, ça tient à pas grand-chose, et comment dire, les problématiques d'un jour peuvent être les bonheurs du lendemain, quoi. Bon, je vais pas rentrer dans les histoires de ce petit Chinois de famille de la campagne, voilà, qui va aider son grand-père et puis qui se casse une jambe, donc il peut plus l'aider. Lui il dit bah mince, c'est pas de chance. Et puis son grand-père qui lui dit bah c'est de la chance ou c'est pas de chance. Et puis le lendemain, t'as l'armée qui vient pour recruter tous les enfants de la région parce qu'il y a une guerre. Et puis bah il est pas recruté, donc il est un peu sauvé. Et puis il dit ah bah j'ai de la chance, j'ai pas été recruté. Son grand-père il dit bah c'est de la chance ou c'est pas de chance. Et ainsi de suite. Donc voilà. Des malheurs peuvent engendrer des bonheurs et les bonheurs peuvent engendrer les malheurs du lendemain. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Il faut saisir les opportunités. Il faut vivre au jour le jour pleinement et ne rien avoir à regretter surtout. Mais bon, Là, là, je là, m'éparpille un peu. t'es rentré, oh, là, j'allais dire, t'es rentré de plein fouet dans la prépa mentale, dans du lourd, là. Mais Ouais, t'as absolument raison. Et avant de partir là-dessus, je rebondissais sur les enfants. Bah, moi, je suis aussi papa de 2 petits garçons de 5 et 6 ans. Et bon, ils vont bientôt faire 6 et 7 là. Mais bah, tu vois, ce week-end, il y avait un trail près de chez moi qui est le trail du Gladzig à côté de la Saint-Brieuc. zig, ouais, tout à C'est fait. un trail un peu assez important dans les Côtes d'Armor. Et il y a beaucoup de participants. Et les premières années où je le faisais, mon plus grand avait genre 3 ans. Et il disait, mais je veux le faire, je veux le faire. Et je lui dis, bah là, tu peux vraiment pas. Là, à 3 ans, tu peux pas le faire. Mais oui. Et là, bon, bah, je fais ce qui est pas bien. Il a 7 ans, il faut le faire à partir de 8. Bon, bah, j'ai signé une décharge de toute façon, mais il avait tellement envie de le faire. J'ai jamais. Et ce qui est marrant, c'est que tout le monde a peur parce que quand dès que tu commences à un peu faire beaucoup de sport et à faire quelques heures dehors, on a peur que les gens disent oui, faut pas faire ça avec tes enfants, machin. Je dis bah ils font ce qu'ils veulent. C'est vrai qu'après ils sont inspirés jusqu'à un certain âge. Après à l'adolescence, ils seront peut-être complètement l'inverse. Complètement. Ils vont faire Complètement. l'inverse de ce que je Après, fais.
après, je suis là où, enfin, par rapport à mon vécu, par rapport à ce que tu racontes, et par rapport aussi aux envies des enfants, parce que souvent, c'est même pas une proposition. Là, dans mon cas, on parlait de mon père qui me propose de faire 1 heure, mais souvent, c'est les enfants qui demandent ou qui vont faire des Ah choses, oui, et les bien sûr. parents, par sécurité, parce qu'on est protecteur quand on est parent, et c'est légitime parce on aime nos enfants, on va dire non, fais pas ça, c'est dangereux, ou non, fais pas ça, c'est trop, ou, monte pas à l'arbre, tu vas te casser une jambe. C'est l'apprentissage de la vie. Si on lui empêche de monter à Ah l'arbre ou oui. qu'on va couper tous les arbres des cours d'école parce que potentiellement il peut y avoir un risque, l'enfant, on lui désapprend à gérer le risque en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Alors oui, peut-être qu'il peut y avoir un cas extrêmement grave, voire au décès si jamais il y a une chute ou tout ça, mais à part se casser une jambe ou un bras. Alors effectivement, je ne le souhaite à aucun parent d'avoir son fils qui se casse un bras ou une jambe, mais il n'y a pas, il y a pas mort, enfin, entre guillemets, il n'y a pas mort d'homme. Mais même si c'est grave, mais c'est l'apprentissage aussi. Et c'est comme ça qu'on se forge. Donc, c'est là où il faut trouver le bon compromis pour accompagner ses enfants sans trop les brider. Et ce qu'il faut savoir aussi en tant que là, coureur à pied, souvent on dit, ouais, il faut pas que l'enfant il fasse plus de temps, il fasse plus de temps, il fasse plus de temps. Mais donc là, c'est mon coach hein, qui était docteur en physio du sport, qui avait fait des études, qui a lu pas beaucoup, énormément d'études et tout ça, qui expliquait que à cet âge-là, entre fin de jeunesse, adolescence, c'est là où on développe le plus son endurance. C'est là où on développe le plus son endurance. Pourquoi? Parce qu'on crée alors pas une hormone, mais on crée quelque chose en nous qui nous permet de récupérer bien mieux et qui nous permet d'accumuler justement des kilomètres. Pour ça, il suffit d'ouvrir les yeux. Tu regardes dans une cour, tu regardes dans une cour d'école où tu vas en balade avec tes enfants, jamais ils s'arrêtent de courir. Ils sont toujours en action. Ils se fatiguent jamais. C'est des piles, les enfants. Mais souvent, c'est les parents qui vont dire arrête, arrête, parce que ça nous énerve qu'ils courent dans tous les sens. Et à un moment donné, on a envie de se poser aussi, nous, en tant que parents. Mais voilà, ils ont ce besoin de dépenses énergétiques. Et c'est comme ça qu'ils développent, parce que l'homme est un animal fait pour courir. Et c'est comme ça qu'ils développent aussi leurs facultés physiologiques pour l'avenir, pour l'avenir. Ah ouais, je suis plus que raccord avec toi. J'ai pu expérimenter ça en le voyant. Et là, mais ça va me faire rebondir sur vraiment sur la prépa mentale pur jus. Parce que j'ai deux enfants complètement opposés en caractère. J'en ai un, et Mhm. comme ma femme et moi, complètement opposés. Et il y en a un, c'est ma femme, et l'autre, c'est moi. Et je dirais pas qui est qui. Je dirais pas qu'il y en a un de mieux que l'autre. Non, je plaisante. Mais Celui qui te ressemble est un peu mieux quand même. non, je l'ai pas dit. Non, non. Et en fait, on les a bah, déjà sur l'histoire du Gladzik, bah, ils partent. Bah, mon épouse avait un petit peu peur, machin, c'est 600 mètres. Je lui dis, mais c'est 600 mètres dans la boue. Ils ont mis des petits obstacles, ils ont mis des bottes de paille, une buse pour passer, pour ramper dedans. C'est excellent. Il l'avait fait l'année dernière, il avait perdu sa chaussure dans la boue, il pleurait et tout. Et de rage, il avait remis sa chaussure, il était reparti, il avait couru comme un dératé jusqu'à la fin. Bah, ça lui a formé son truc et du coup cette année il s'en rappelait encore, donc maintenant il a presque 7 ans, il s'en rappelait, donc il a voulu lasser ses chaussures, que je lui fasse un triple nœud, et tout ça c'est marrant parce que tu vois l'évolution qui a été apportée par cette expérience-là qui était bah, très mauvaise sur le coup parce qu'il pleurait, il était très très triste, et au final il s'est ressaisi lui-même en disant j'ai pas assez serré mes chaussures l'année dernière, j'avais des chaussures à scratch, ça allait pas bien, machin machin. Donc non, bah, Très bien, exceptionnel, c'est ça, il faut c'est très bien. l'accompagner dans ce qu'il a envie de faire et bah, tout, c'est pas facile, ça je le Il conçois, n'y a mais pas d'échec, il y a que des apprentissages, encore faut-il ouais, savoir bien les analyser, quoi. exactement. En trouver Et- les bonnes vertus. D'ailleurs, j'ai toujours, pas loin de chez moi, pas loin d'ici, j'ai toujours quelques petits bouquins. Moi, c'est celui-là que je montre de temps en temps, c'est Les vertus de l'échec. Parce que ça montre bien qu'effectivement, il y a plusieurs cultures, en fait. Il y a celui qui va jamais vouloir échouer, donc qui va faire en sorte que son projet soit ficelé de A à Z avant de le lancer. Et que il se laisse pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire que quand il est lancé, il faut que ça marche. Et puis il y a la culture plus américaine où bah, on va échouer, on va échouer, on va échouer, mais on va s'enrichir de chaque échec pour progresser, progresser, et à la fin faire quelque chose qui soit hors compétition, quoi, parce que ça domine tout ça. Donc ça dépend vraiment de la culture aussi J'allais dire c'est de très chaque culturel, personne. ouais, C'est très culturel. bien sûr. Et ça dépend. J'ai coutume de dire, on est, je sais pas combien on est d'habitants sur Terre, mais on est 7 milliards, il y a 7 milliards de vérités. En fait, on a tous notre vérité. Ça dépend de l'angle dans lequel on le regarde. J'ai une image un petit peu pour donner du visuel à tout ça. C'est quelqu'un qui, enfin, on regarde de la pétanque.
qu'on se trouve en tant que lanceur ou qu'on se trouve en tant qu'arbitre à côté des boules, on va pas voir la même boule le plus près du cochonnet, quoi, parce qu'on va avoir un angle de vue différent. Effectivement, il y a une réalité qui fait qu'avec un mètre, on peut le dire. Mais il y a d'autres cas où, bah, voilà, en fonction de, on peut parler des guerres, hein, mais voilà, en fonction du camp dans lequel on se trouve, eh ben, on va avoir deux versions complètement différentes et qui seront totalement justes. On a coutume de dire que l'histoire a été écrite par les vainqueurs, quoi. C'est vrai que on voit pas forcément le regard de celui qui a été vaincu. L'histoire est réécrite ou écrite par les vainqueurs, donc voilà, elle est interprétée. Et il faut toujours avoir ça en tête, que quand il y a quelque chose qui est dit, que ce soit l'histoire, mais que ce soit dans un dialogue contemporain avec n'importe qui, un copain ou des on-dit, c'est pour ça que j'aime pas du tout les jugements et les préjugés, parce que c'est l'affaire d'une personne, mais c'est pas parce qu'une personne va dire quelque chose qu'on doit l'interpréter. Et quand on est coach notamment, pour moi un des gros atouts qu'on doit avoir, qu'il est impératif d'avoir, c'est de ne pas être dans le jugement, d'être à l'écoute et d'être dans la compréhension parce que parce que il faut vraiment se mettre à la place de la personne pour pouvoir développer le potentiel de la personne et non pas faire un transfert de ce que nous on sait sur la personne. Sinon, ça s'appelle une formation où on donne des outils mais là, l'objectif, ça va vraiment être de développer le potentiel de la personne par rapport à ce que la personne elle est. C'est pas parce que moi, je dis n'importe quoi, mais que moi je suis je dis une fausseté complète, hein. Mais je suis hyper exacerbé, machin, je monte ma joie, je monte mes trucs, mes machins et tout ça, que l'athlète que j'ai en face de moi, il faut que je lui dise d'être comme ça pour réussir. S'il est introverti, on a l'exemple avec Léon Marchand notamment, mais avec d'autres, s'il est introverti de nature, eh ben, il faut qu'il développe ses qualités par rapport à son introversion et qu'il s'appuie sur cette introversion. Il n'y a pas de tard, il y a juste des atouts, mais il faut savoir il faut savoir où se trouve l'atout dans la personnalité de la personne et comment il peut l'exploiter à bon escient pour s'exprimer pleinement quand il est sur le terrain de jeu, quel qu'il soit, et s'épanouir et réussir, être dans cette fluidité qui va lui permettre la réussite à terme. Bah, là, c'est absolument extraordinaire en fait ce que tu dis parce que Merci. c'est ce que je trouve vraiment beau dans la prep mentale. Non, non, mais vraiment en fait dans cette discipline, j'appelle ça une discipline. Après, bon voilà, faut bien y mettre un mot dessus. Je suis assez Ça peut d'accord. être un développement d'habileté, voilà, bon. Ouais. Mais c'est ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu vas pouvoir apporter à des gens complètement différents les choses dont ils ont besoin. C'est-à-dire que tu vas pas développer une trame. Voilà ce qu'il faut faire. Par exemple, tu prends l'exemple de Léon Marchand, je rebondis dessus. Bah voilà, faut être comme, c'est pas le même sport, mais on va dire Michael Jordan. Voilà. Lui, il Mhm. fonctionne parce que voilà ses caractéristiques. Il est extraverti, il fait du trash talking tout le temps, il rentre dans la tête de ses adversaires, etc. Donc, écoute, Léon, si tu veux être bon, il va falloir que tu fasses du Michael, sinon ça marchera jamais. Je pense que c'est ce qui a été le cas un peu dans le début C'est ça, exactement. de la Ouais. préparation mentale, peut-être il y a une trentaine d'années. Mais c'est ce que tu vas autant apporter à un gamin extraverti qui est trop excité, qui va peut-être faire la course avant trop dans sa tête et qui va perdre ses moyens d'excitation, que l'autre athlète peut-être un peu trop oisif, pensif et pas assez concerné, et tu vas avoir d'autres leviers. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est qu'en fait, une Mhm. discipline va apporter peu importe, comme tu dis, tu vas chercher Complètement. dans quelle zone de génie on appelle souvent, quelle est ta zone, quoi, et où est-ce qu'il faut Mhm. performer pour toi, que pour toi. Et souvent, il y a du mimétisme. Tu parles de Michael Jordan. Moi, j'aurais plutôt dit, c'est pas pour aller Mhm. contre, hein, ça va de pair. Mais moi, en exemple, j'aurais eu en tête Usain Bolt par rapport à Léon Marchand. Tu vois, Usain Bolt assez Oui, oui, expressif, ligne de l'extraverti total. départ, la ligne d'arrivée. Mais en revenant sur Usain Bolt, il y a aussi un gros effet mimétisme. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui réussit, l'ensemble des gens va essayer de faire comme lui parce que ça réussit, donc il faut faire pareil. Et en fait, c'est ça une des difficultés, une des problématiques et quelque chose auquel il faut faire très attention, c'est de pas absolument vouloir être comme les autres, faire le mouton par rapport aux autres. Il faut vraiment conserver le être soi-même. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et on le voit, Usain Bolt, ça a été le premier à faire cette exubérance sur la ligne de départ, ses gestes sur l'arrivée avec son arc et tout ça. Et on voit dans les 3 années qu'on suivit, tous les sprinteurs se sont mis à faire leurs gestes et leurs machins sur la ligne de départ. Mais est-ce que pour autant,
c'est ce qui leur a permis d'être au plus haut niveau. J'en suis pas sûr, et peut-être à contrario, mais là je pars dans des suppositions, hein, donc voilà, s'ils étaient sur la ligne de départ, c'est qu'ils avaient le niveau pour réussir. Mais voilà, est-ce qu'en étant eux-mêmes, ils n'auraient pas mieux réussi et pu être plus compétitifs face à Usain Bolt ou autre? La problématique, c'est que voilà, il faut De pas. trop vouloir y ressembler, tu te mets quelque part Tu, tu une n'es sorte plus d'injonction, toi-même. quoi. Je dois Tu n'es plus devenir lui, toi-même quoi. et tu te mets des barrières parce que c'est Ouais. culturellement plus ce qui te ressemble et ce qui te permet de réussir et de performer. Donc, il faut vraiment faire attention. S'inspirer, ok, des gens, avoir des idoles, mais pas forcément vouloir reproduire exactement ce qu'ils ont fait parce que ce qui marche pour une personne ne va pas forcément marcher pour quelqu'un d'autre. Pour exemple, moi, mon idole, enfin, un de mes idoles, ça a été Émile Zatopek. Alors, c'est Oui, ouais, plusieurs ouais. époques avant nous. Mais Émile Zatopek, pour moi, était un idole de persévérance, d'abnégation, de travail, de force par rapport à son environnement, enfin, tout ce qu'il a pu vivre. C'est pas pour autant que je vais me faire que je vais calquer ce qu'il faisait sur ma préparation à moi. Je vais jamais me faire 40 fois 400 mètres dans la journée, comme lui, il pouvait le faire. Je vais, il faut s'inspirer, c'est bien, pour aller de l'avant, mais il faut adapter par rapport à son propre environnement, à son cadre de vie, à ses capacités propres aussi, bien sûr, hein, c'est la base. Mais voilà, c'est pour ça que là, je l'ai remis tout récemment, Strava, je mets mes trucs en libre, enfin, libre vue et tout ça. Avant, je le bloquais. Pourquoi? Parce que c'est pas que c'était secret ou quoi que ce soit, mes entraînements, il n'y a rien de secret du tout. Mais c'est plus que je voulais pas spécialement que des gens fassent exactement ce que moi je faisais parce que ça n'a pas de sens. C'est comme si je faisais exactement les entraînements que fait Kylian Jornet. Clairement, c'est pas possible. J'en ai pas le niveau, j'en ai pas les capacités. Puis de toute façon, j'ai pas l'environnement. Moi, j'habite à Nantes, donc il y a un peu moins de dénivelé que là où il est, en Norvège. T'aurais plus de mal, oui. Mais voilà, il faut. Mais c'est pas pour ça que Kylian Jornet, pour moi, n'est pas une inspiration. Parce que ce qu'il peut faire, par exemple, je vais prendre ce qui m'intéresse chez lui pour m'inspirer. L'année dernière, quand il fait ses 84 sommets ou 82 ou je sais pas, dans les Alpes, moi, j'avais les yeux grands ouverts. Je trouve ça hallucinant, fabuleux. Pour autant, jamais je pourrais faire ça parce que d'une part, j'ai le vertige et qu'en plus, j'ai pas les capacités physiques. Mais ce que je trouve, c'est fabuleux. Par contre, je vais prendre ce qui m'intéresse. Bah, le côté aventure, le côté il y a des choses aussi que je peux reproduire dans la gestion du sommeil, dans la gestion de l'alimentation, de l'effort, par rapport à ce que moi je vis comme aventure, qui sont beaucoup plus accessibles dans le sens où c'est beaucoup plus roulant. Euh, mais voilà, après, il faut s'inspirer, mais pas forcément faire copier-coller, quoi. On va rentrer sur le deuxième thème dont je voulais parler aujourd'hui avec toi. C'est, en fait, bon, on a beaucoup déjà bien parlé de prépa mentale. Comment, à travers les trois, on va dire, on va prendre trois grands jalons dans ta carrière de sportif de haut niveau. Ton titre de champion du monde en 2011 de trail, ton record de France des 24 heures en 2009 sur piste, où tu as fait 272 kilomètres. Et 2020, du coup, donc on aura brassé à peu près une dizaine d'années, ton record de traversée des Pyrénées par le GR10. Comment, à travers, on va dire, cette dizaine d'années, ça peut être 15, peu importe, c'est juste que comprendre comment toi, tu as découvert cette prépa mentale, comment tu te l'es. Tu nous as dit, hein, le déclic, c'est 2004, donc ça remonte, il y a quand même quelques années avant le titre de champion du monde. Qu'est-ce que tu as mis en place à ces moments-là et comment aujourd'hui, enfin, on va dire jusqu'au GR10, comment ça t'a accompagné? Je vais reprendre par rapport aux trois éléments que tu as évoqués, les trois compétitions que tu as évoquées. Le premier, c'est titre de champion du monde. Alors, le titre de champion du monde a beaucoup de valeur pour moi, même si j'ai coutume de dire que le GR10, pour moi, est la plus belle expérience de sportif que j'ai vécue. Mais la plus belle expérience de sportif que j'ai vécue veut pas dire que c'est ce que j'en suis, c'est ce dont je suis le plus fier. Je suis très fier aussi d'avoir été champion du monde. La preuve en est, c'est que j'ai le maillot encore de l'équipe de France avec les médailles qui est derrière moi. Donc ça veut dire que j'en suis quand même très fier. Et puis je pense que j'aurais tort de m'en priver. Là, c'est le préparateur mental qui parle. Et là, je fais juste un petit aparté justement par rapport à ça, parce que pour moi, c'est important. C'est le côté égo. On a souvent, je trouve, enfin c'est comme ça que je le vois en tout cas, le sentiment que l'ego, c'est pas bien. Enfin, c'est de la prétention, c'est tout ça.
Moi, je suis pas tout à fait du même avis. Je pense que l'ego, c'est bon d'en avoir et c'est important d'en avoir parce que sinon, c'est compliqué d'avancer aussi. C'est ce qui permet de se lancer des défis, c'est ce qui permet d'être fier de soi et c'est important d'être fier de soi. Sinon, on rentre dans la déprime et c'est pas possible. Et moi, ouais, je vais pas dans la rue avec mon maillot, hein. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai un maillot avec marqué champion du monde que le CNOSF nous avait offert à tous les champions du monde de toutes les disciplines sportives. Et je l'ai mis une fois. C'était il y a 2 semaines pour l'équipe de hand que je suis, de jeunes, où il y a mon fils qui joue dedans, pour les inspirer, pour les motiver, parce que je savais que ça allait leur faire du bien et leur faire plaisir. Et je le fais qu'auprès de jeunes de toute façon. Mais je vais pas me balader avec ma tenue de l'équipe de France dans la rue ou sur une compète. Ça, c'est pas moi, en fait. Mais par contre, je suis quand même fier d'avoir mon maillot derrière moi parce que ça me le rappelle aussi. Ça me rappelle aussi qui je suis. Par rapport à ce titre de champion du monde, euh, ce qui a été très important pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a cette fierté de représenter la France, parce que je suis allé au championnat du monde, c'était absolument pas pour gagner, hein. Enfin, c'était pas pour gagner. C'était pas avec la prétention de penser que j'allais pouvoir gagner, parce que moi, déjà être sélectionné en équipe de France, c'était quelque chose de fabuleux, sachant que j'avais jamais gagné une course nationale. Il y avait toujours un Thierry Breuil ou un Patrick Bringer devant moi, ou enfin voilà, ou un Fabien Antolinos à l'époque. Donc j'étais toujours deuxième ou troisième en fait des manches d'équipe de France, qui m'a permis d'être sélectionné, mais qui m'a jamais permis de gagner. Et sur ce championnat du monde, donc j'ai été accompagné quand j'ai su que j'étais sélectionné, j'ai proposé le- l'aventure à Pascal Balducci, donc mon entraîneur historique, je dirais, et ami avant tout, de m'accompagner. Il n'était pas encore entraîneur pro à l'époque. Donc il m'a dit un grand oui. Donc on est parti sur ce projet-là et 9 mois après, on a accouché d'un titre de champion du monde. Donc ce qui était plutôt pas mal pour une première pour lui en tant que coach et pour une première pour moi en tant que, bon, je vais dire sportif de haut niveau, même si je l'étais plus ou moins déjà en triathlon, mais voilà, pas officiellement. Et en fait, l'avantage que j'ai eu avec lui, ce qui m'a beaucoup apporté, ce qui m'a permis d'être champion du monde, il y a plusieurs choses, mais de lui-même, c'est que Pascal, il a eu confiance en moi. Alors déjà, j'ai eu confiance en lui parce qu'il m'inspirait confiance, donc je lui ai donné ma confiance en lui proposant de m'accompagner. Il a eu confiance en moi parce qu'il avait confiance en mon potentiel, en ce que j'étais humainement certainement et en tout cas sportivement. Et ce qui est le plus beau dans cette histoire, c'est qu'il m'a donné confiance en moi. J'avais confiance en lui, il a eu confiance en moi, mais jusqu'à présent, j'ai jamais eu vraiment confiance en moi. Et notre collaboration, parce qu'il avait ces notions de prépa mentale, c'était quelqu'un de très humain et il m'a donné confiance en moi. Et le fait de me donner confiance en moi, ça m'a permis de réaliser ce que j'ai réalisé après sur les différentes épreuves, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit donc trail, 24 heures, 100 km, course à étapes. En fait, il m'a permis de sortir de mes complexes et de m'épanouir en étant recentré vraiment sur moi et mon propre potentiel, en vivant l'instant présent et en étant concentré sur ce que j'avais à faire et non pas concentré sur ce que les autres faisaient autour de moi. Et ça, c'est ce qui m'a permis de réussir parce que quand je me suis retrouvé en tête de ce championnat du monde, bah, j'étais recentré sur moi et pas sur les autres. Et j'ai optimisé en fait mon potentiel. J'ai fait ce que moi je savais faire et j'ai pas fait ce que je savais pas faire. J'ai pas fait des choses pour être meilleur que l'autre. J'ai fait pour faire ce que je savais faire, ce qui m'a permis de réussir. Parce que Et, j'en avais le potentiel, bien sûr. Mais et en fait, ouais, concrètement, tu es sur la course, faire ce que tu sais faire et avoir confiance en toi à ce moment-là, ce jour-là. Ça veut dire quoi? Ça se matérialise comment? Ça veut dire je suis dans le groupe c'est, de tête et je me sens bien et du coup bah je m'échappe et je m'en fous. J'ai eh ben, c'est confiance en ça. moi et j'y vais. C'est ça. Eh ben, je vais juste m'arrêter là-dessus, enfin t'arrêter, pardon, là-dessus. Je me permets. Euh, J'étais effectivement dans le groupe de tête, même s'il y avait un Canadien qui était échappé, Jason Loutit, qui n'est plus là malheureusement maintenant. Mais on était trois Français, donc j'en ai parlé avec notamment euh, Patrick Bringer et Thierry Breuil. On était tous les trois avec deux Norvégiens, on était cinq. Et puis au 40e kilomètre, il y avait un long aller-retour le long d'un lac, c'était au Connemara en Irlande, le long d'un lac qui faisait 8 kilomètres, 4 kilomètres aller, 4 kilomètres retour. Et on avait 7 minutes de retard sur le Canadien. Parti à balle, voilà.
et qui a avancé sur un bon rythme tout le long. On avait 7 minutes de retard et puis au ravitaillement, avant d'entamer ce long aller-retour, je me suis dit, bah, je vais. En plus, c'était roulant, donc pour le coup, dans mes capacités physiques, enfin, et d'entraînement et dans mes qualités. Et je me suis dit, bah, je vais courir. Enfin, je me suis pas du tout préoccupé du premier. Je me suis pas préoccupé des autres et je suis rentré dans ma course. Et je suis parti. Et j'avais un pod, enfin un foot pod avec l'allure, parce qu'à l'époque, il y avait pas en 2011, les GPS, c'était encore un peu Mhm. brinque-ballant. Donc je pouvais avoir mon allure comme ça. Et je vous jure, sur cette section de 8 kilomètres, j'étais à 17 et demi km/h. On avait déjà fait 40 kilomètres avec de la tourbe, de l'eau jusqu'aux genoux, des montées comme ça. Ouais, tu Voilà. avais déjà un peu entamé le physique, oui, tu n'étais pas tout Le frais. physique aurait dû être entamé, enfin oui, était entamé. Et là, je pars, j'étais bien, j'étais à 17, 16 et demi, 17 et demi, jusqu'à 18 km/h. C'est des choses que je fais même pas à l'entraînement. Mhm. Mais j'étais dans un état de fluidité, recentré sur moi-même, à regarder de temps en temps mon maillot, baisser les yeux sur le mot France. C'est Philippe Propage, juste avant la course, qui nous avait dit, si vous avez un coup de moins bien, vous baissez juste la tête. Vous regardez ce qu'il y a de marqué sur votre maillot. Et vous vous posez plus de questions. Je me suis pas posé de questions. J'ai avancé, j'ai couru. Il se trouve qu'au bout de 5 kilomètres, j'ai doublé ce Jason Lutit. Et en fait, en 8 kilomètres, non, il y avait 7 kilomètres aller-retour. En 7 kilomètres, je lui ai repris 8 minutes. C'est-à-dire que je suis parti 7 minutes après lui. Je suis arrivé 1 minute avant lui. On pourrait dire, ouais, il a eu un coup de barre et tout ça. Mais ce qui est plus fabuleux, c'est que mon entraîneur, Pascal, m'a dit, non, mais ce qui est hallucinant, c'est que quand on l'a vu arriver, Jason Lutit, il avançait super bien. Il avait une très belle allure, hein. Il était peut-être à 14, 14 et demi, ce qui est déjà une très belle allure, hein, quand on avait fait 40 bornes de trail et tout. Mais moi, j'étais dans un état survolté, enfin, survolté, d'euphorie complète, quoi. J'étais super bien parce que j'ai justement réussi à rentrer dans ma bulle, rentrer dans ma course. Donc voilà comment ça s'est matérialisé. Et après, j'ai continué à faire ma course, j'ai continué à enquiller les kilomètres, sans me préoccuper de ce qu'il y avait derrière, juste en profitant de l'instant et en avançant. Et je m'en suis préoccupé en fait que 4 kilomètres avant l'arrivée, où j'ai commencé à me retourner, parce que l'arrivée approchant de champion du monde, tu commences à Vouloir gamberger un petit sécuriser peu. un petit peu quand même. Et c'est là que l'écart a commencé à se réduire énormément et il arrive 1 minute 30 derrière, je crois, ou ouais, 1 minute 30 derrière, ou même pas 1 minute, mais l'écart a fondu sur les derniers kilomètres parce que j'ai commencé à me préoccuper de l'autre. Donc voilà, ça se matérialise un petit peu comme ça sur le terrain et sur Mais cette c'est épreuve. vrai que alors il y a beaucoup de tous les témoignages de là ce que tu viens de décrire. Alors on voit bien que tu as fait la méthode Target. Tu parles de fluidité performance. C'est ce qui est bien codifié, je trouve, dans son ouvrage. Et c'est ce qu'on va chercher pour que l'athlète performe, qu'il soit entre juste le juste milieu entre du stress, un objectif assez motivant, mais quand même acceptable. Voilà. Et puis chacun aura sa fluidité performance à lui. C'est ce qu'on appelle un peu plus, de manière un peu plus moderne maintenant, le flow, que tout le monde Ouais, c'est dit, j'ai ça. l'état de flow tous les quatre matins. C'est un peu plus, pas compliqué, Un peu mais plus que ça. c'est un peu plus fort que ça. Ouais. L'état de fluidité, vraiment, quand on l'a vécu une fois, on s'en rappelle en général. Bah, là, Mm. tu t'en rappelles bien, tu t'en rappelleras dans 20 ans, dans 30 ans, tu pourras le décrire. Ah, C'est ça, c'est c'est. ancré dans ta chair, quoi. Pour le coup, sportivement, au niveau performance, je parlais du GR10 et tout ce que ça me procurait chez moi, on en reparlera, mais Mm. sportivement, c'est l'une des fois, c'est pas la seule fois, mais en tout cas, c'est la fois où j'ai été le plus. Bah, quand on est j'étais sur cet aller-retour, je peux encore le décrire, cette capacité à me dire, je pouvais toujours accélérer, quoi. Ouais. Euphorie. J'accélérais, je mettais de la fréquence dans mes jambes, et puis ça soufflait, et ça suivait, et j'avais pas de fatigue, et ça enchaînait, et je montais 17, 17 et demi, 18 de kilomètres heure, et ça, et sans avoir l'impression de pouvoir m'arrêter, quoi. En termes de vitesse, c'est quelque chose de fabuleux. J'ai jamais revécu ça. Donc j'ai eu de la chance que ça tombe ce jour-là. Mais peut-être aussi parce que tout a été mis en place, parce que on parlait d'échecs tout à l'heure entre nous, mais, euh, mais parce que l'échec, ben en fait, pour préparer le championnat du monde était le 11 juillet. Non, le 9 juillet, pardon, c'est marqué sur le tableau. Le 9 juillet 2011, j'ai fait 4 ou 5 courses de préparation dans l'année avant. Donc le Glazik, je crois, dont tu parlais tout à l'heure. Mais je les ai, alors pour être vulgaire, je les ai toutes foirées, les courses.
Il n'y en a pas une seule que j'ai réussi. Une parce que j'ai une hypo, une parce que je me suis paumé de parcours, une parce que j'étais pas bien du tout. Je me rappelle notamment à Besançon que j'ai fait une course, j'ai abandonné, une des rares courses que j'abandonne. Mais je pouvais plus. Bref, j'ai tout loupé mes courses avant. Mais ça m'a permis de m'enrichir, de travailler dessus avec mon entraîneur. On a travaillé dessus, on a travaillé sur les points à travailler, et ça nous a permis d'en arriver à cette réussite du championnat du monde, voilà, qui reste pour moi, en termes de performance pure, je serais tenté de dire inégalée, quoi. Mais du coup, bah, voilà, on va pas la résumer à ça, mais ce que j'ai vraiment retenu de ce que tu me dis, ce que tu viens de me dire par rapport à ce que ton entraîneur t'a apporté en termes de mental, c'est la confiance. Enfin, voilà, on C'est pourrait la dire, confiance, il t'a c'est la donné conquise. confiance en toi et en tes capacités, C'est quoi. ça. Alors la confiance, c'est un grand terme Oui, générique, c'est un peu comme le flow, hein. Mais oui, globalement, c'est la confiance. Mais la confiance, dans la confiance, on retrouve ça se beaucoup travaille d'éléments. avec. Et puis il y a beaucoup d'éléments qui nourrissent la confiance. Mais c'est tout ce qui constitue la confiance qui m'a apporté, effectivement. J'avais des bons résultats sportifs. Bah, comme je disais, j'ai fait 2 fois Hawaï, j'ai fait moins de 9 heures sur Ironman avant. J'ai mon premier Templier en 2008, je fais 22e en partant la première moitié de course tout seul devant avec 7 minutes d'avance. Quand j'ai vu le train mené par Thomas Laure-Blanchet me doubler, poum, j'ai fait popcorn, mais je finis quand même 22e, ce qui est quand même pas non plus complètement ridicule pour un premier trail. Donc j'avais des capacités physiques, mais il m'a permis de les optimiser, quoi. J'ai tendance à dire qu'en fait, mes parents m'ont construit sportivement, et mon entraîneur m'a fait briller, quoi. Écoute, maintenant, on fait un saut de quasiment, allez, on va dire 8 ans. 8 ans, ouais. Enfin, je vais pas dire qu'est-ce qui s'est passé en 8 ans, mais voilà, tu te mets sur ce championnat du monde de 24 heures sur piste. Qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu vas Ouais, chercher? alors avant le championnat du monde, je vais juste. Voilà, Bien il y sûr. a un petit truc. L'année d'avant, je fais le championnat de France de 24 heures. C'était mon premier 24 heures à Albi. Je fais champion de France, première expérience. Je finis les 8 dernières heures. J'avais 2 poteaux à la place des jambes. C'était un calvaire. Je fais pourtant 254 kilomètres de mémoire. Faut bien redire les Euh, 8 dernières, parce que ça fait beaucoup, 8 dernières heures sur une ouais, ouais, course. ouais. Quand on Non, dit mais j'ai fait les oui. 8 dernières, je le répète pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, 8 dernières, ce que ça peut procurer. Huit C'est dernières ça, heures ouais, c'est avec des ça. jambes en poteau, c'est long. T'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison parce que je le banalise pas, mais c'est vrai que là, je le raconte comme ça dans le feed, mais c'est vrai que c'est 8 heures. Oui, C'est c'est un pas j'ai tiers de la fini, voilà, course. j'ai C'est pas fait un 20 tiers de minutes, la quoi. course. Voilà, c'est ça. Et pendant 8 heures, je marche, je cours, enfin, j'essaie de courir avec des poteaux. Et c'est très douloureux et je fais champion de France. Donc, je suis sélectionné pour le championnat du monde qui a lieu l'année d'après. Pourquoi je me suis mis sur le champion, sur le 24 heures? C'est important pour moi. Ça remonte à 1997. J'adorais l'ultra-endurance. J'avais lu des bouquins, La Grande Course de Flanagan, voilà, qui sont des trucs enfin, je le conseille pour ceux qui aiment le roman et voyager, et l'ultra-endurance, La Grande Course de Flanagan. Et il y avait à l'époque Yanis Kouros, qui était recordman du monde de 24 heures, et qui était assez exceptionnel dans le monde de l'ultra-endurance. Et le jour où il a battu le record du monde à 303 km 506, qui a été battu depuis par Alexandre Sorokin, le jour où il a battu son record en 1997, il a dit, bah, mon record, celui qui le battra, il n'est pas encore né. Moi, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans et de par mon éducation, je n'ai parlé tout à l'heure, moi, les challenges, tout ça, ça m'émoustillait. J'avais envie. Et je me suis dit, bah, moi, je vais tout faire pour le battre, quoi, ce record. Bon, après, j'ai été dans le triathlon, j'ai été dans le trail, donc j'ai pas eu l'opportunité de le faire. Et en 2018, j'ai eu cette opportunité. J'avais rien de prévu en fin d'année comme objectif. Donc, j'ai fait le championnat de France de 24 heures. Donc, j'ai fait 254 km. Donc effectivement, 50 km de moins que le record du monde. Mais malgré tout, 50 km, quand on finit avec 8 heures, les jambes dans le dur et tout ça, pour moi, il y a rien d'impossible dans la vie. Il faut y mettre les moyens. À partir du moment où on y croit, on peut rendre l'impossible possible. Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Une maxime de Mark Twain que j'aime beaucoup. Voilà, c'est de rendre les choses possibles en pensant pas qu'elles sont impossibles. Donc en évitant ces croyances limitantes qu'on peut avoir d'intégrer dans le cerveau. Et donc, ce record de France, donc, puisque c'est un record de France que j'ai fait lors du championnat du monde en 2019, pour revenir dans le concret et dans le cœur du Mhm. sujet, bah, en fait, quand j'ai pris le départ de cette course, moi, mon objectif, puisque c'était pour moi une course intermédiaire, ce championnat du monde,
avant mon objectif suprême qui était le record du monde à 303 km, à 506. Mon objectif était de faire 270 km. Donc, j'avais tout travaillé pour faire cet objectif de 270 km. Le record de France, je ne savais même pas de combien il était. Alors, il s'avère qu'il était à 268 km. Mais je ne savais même pas combien il était. Moi, j'avais focusé sur 270, que je pensais qu'au vu de mes 8 dernières heures au championnat de France, faire 18 km de plus, enfin, faire même 16 km de plus, ça me paraît tout à fait réalisable. Je peux dire sans problème, mais voilà, en tout cas, tout à fait réalisable. Donc je suis parti là-dessus et on a fait un tableau de marche avec Pascal. On a tout travaillé. On a été jusqu'à Toulouse pour voir un ami qui s'appelle Fabien Pilar, qui est docteur au CHU de Toulouse et avec qui on a fait des études en laboratoire pour étudier la vitesse cible, l'allure cible, donc l'allure de départ de course, qui était la plus optimale en termes d'allure versus le coût énergétique. Voilà, donc on a tout étudié. Donc, puis je faisais un bon sujet d'étude aussi pour Pascal, qui était toujours dans sa recherche et tout ça au niveau à Et pour Lyon. info, je sais pas si tu peux le dire, c'était Ouais. quoi ton allure, on va dire parce que c'était l'allure où j'imagine ton coût énergétique, ton corps se dégradait Oui, le et le moins. plus faible, ouais. Voilà. Il était à 19,5 de moyenne. 19, pardon, 19,5, Oula, je dis des voilà, là bêtises. c'est attention. 13,9 km/h de Ouais, moyenne. quasiment 14, 4, ouais, ouais, ok. Presque 14. Mais alors, je me permets de faire une petite pub, hein. Là, c'est le livre qu'on a coécrit avec Pascal, L'Ultra Endurance Autrement, où il y a tout justement d'indiqué, et notamment toutes les études par rapport à ce qu'on a mis en place sur le 24 heures, euh, sur, euh, sur la vitesse, Mm. sur les allures cibles, sur les études qu'on a menées notamment. Donc là, il y a tout le débriefing du 24 heures avec les projections et ce qui a réellement été fait. On a le test dont je parlais, qu'on a fait en laboratoire ici, où on a différentes allures avec le coût énergétique relatif. Et en fait, ce qui est rigolo, et que les gens comprennent pas forcément, mais là, pour le coup, c'est les études qui le démontrent, c'est que quand je cours à 12,5 de moyenne, mon coût énergétique est plus élevé qu'à 13,9 de moyenne, Mhm. parce que je suis pas une allure de confort. Ouais. Et c'est pas parce qu'on court moins vite qu'on va durer plus longtemps. Il y a d'autres études, et c'est ce sur quoi s'appuyait Pascal par rapport à ce qu'il faisait comme études scientifiques, c'est que à partir de, ça dépend des organismes, hein, mais entre 7 et 10 heures d'effort, naturellement, l'organisme se dégrade. On peut rien y faire. Mm. Même si on part 3 km, si je serais parti à 10 km heure, il y aurait eu une dégradation physique, musculaire, Mm. qui est qu'on peut pas éviter. Donc l'objectif, ça va être d'avoir cette allure cible qui va nous permettre de tenir pendant ces 6, 7, 8, 9, 10 heures et qui va de toute façon après aller sur une déclinaison par rapport à cette dégradation musculaire. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment d'optimiser tous ces facteurs. Donc on a tout à fait travaillé, enfin on a travaillé là-dessus, pardon, et au final, j'en arrive à faire 272 km 217, donc je bats le record de France de 4 km. Mais ça, je l'ai appris que pendant la course, que j'allais battre le record. 3 heures avant, Pascal commençait à me dire, ah, t'es sur les bases du record, tu vas battre le record en allant. Enfin bref. Et puis c'est ce qui m'a permis d'aller là-dessus. Là, en termes mental, ça a été vraiment de travailler sur tout ce qui a été croyance, notamment. Et notamment, je reviens sur cette maxime de Mark Twain, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Bah là, enfin, c'est souvent, et je reviendrai sur le GR10 d'ailleurs, c'est souvent là-dessus en fait que je m'appuie quand je me fixe des objectifs. C'est, je regarde pas forcément le record, mais j'analyse mon objectif, la performance que je souhaite faire par rapport à ce que j'estime être mon potentiel. C'est que des estimations, donc ces estimations, ils vont être sur la base de ce que j'ai de mon expérience, hein, des ultra-trails, des courses à étapes, triathlon, de ce que j'ai pu faire de diverses manières. Et mes objectifs sont déterminés comme ça. Alors, il n'empêche qu'il peut tout se produire pendant une course, hein. On peut avoir des aléas et qui vont faire qu'on va pas tenir ses objectifs. Mais mon objectif optimal, je le définis comme ça en m'appuyant sur moi ce que je peux faire. Comme ça que je me suis appuyé sur le 270 km pour, euh,
pour atteindre cet objectif. Donc Donc là, en fait, tu voilà, parles de fixation. Enfin, je reviens dessus. ouais. C'est hyper important justement dans la prep mentale, la fixation d'objectifs. Parce que Mhm. là, tu vas autant, encore une fois, pouvoir, si t'es- en tant que coach préparateur mental, avoir un athlète, que ce soit amateur ou professionnel, enfin professionnel, de haut niveau, il va pouvoir se sous-estimer l'objectif et du coup, bah, pas exploiter son plein potentiel par peur de croyances limitantes, etc., etc. Ou au Tout à contraire, fait. se fixer un objectif beaucoup trop surélevé pour lui. C'est un peu le problème avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors moi, je trouve que c'est un côté très positif sur l'inspiration qu'on peut avoir sur les gens, Mhm. et j'adore ça. Tu parlais de Kylian, bah, je trouve ça, si on n'a pas très envie de sortir parce qu'il fait pas beau, l'hiver est pourri, C'est vrai. et qu'on voit que Kylian, il C'est un fait 80 exemple. sommets, voilà, on se dit, bon, bah écoute, je vais pouvoir aller me faire ma séance, ça va le faire. Euh, mais voilà, ça va peut-être empêcher, ça va peut-être donner à certains des mauvaises idées, un peu la folie du kilométrage. Maintenant, 20-30 bornes sur un trail, ça Voilà, paraît ça évident, peut être la alors déviante. que voilà, ça fait la déviante, et du coup, ça va faire l'effet inverse. De vouloir se faire du bien, on se fait du mal parce qu'on n'atteint pas l'objectif, on abandonne, on se Mhm. blesse ou autre chose. Et là, la fixation d'objectif, bah pour toi, alors là, c'est encore un autre délire, j'ai envie de dire, parce que Ouais. comment tu fixes ton objectif, c'est hyper important. Tu vas pas chercher un record, c'est ce que tu viens de dire. Exactement. Et tu parlais de coaching en tant que là, je me place en tant que préparateur mental et puis en tant qu'athlète. C'est pour ça que c'est important. Alors moi, avec l'expérience, avec le recul que j'arrive à prendre, je me fixe mes objectifs. Des fois, je me plante, hein. Ça m'arrive de me planter aussi, hein. Je me fixe un objectif, c'est trop ambitieux, ou je me fixe un objectif qui est trop faible. Je reprends cet exemple du record de France de 24 heures. Je me suis fixé 270 km, je fais 272, mais clairement, une fois que j'ai atteint les... Alors, tu me diras, ça joue pas à grand-chose parce que comme tu es sur la fin, mais une fois que j'ai atteint mes 270 km, paf, j'ai eu Ouais, le voile ouais. parce que j'avais atteint mon objectif et les Mm, 2 derniers kilomètres ont été un calvaire. mm. Euh, donc, mais ça me permet aussi de m'enrichir. C'est pour ça que, en tant que coach mental, c'est l'importance du préparateur mental, c'est que c'est pas forcément évident de se fixer ses propres objectifs, comme tu l'as évoqué, parce que comment dire, sa prise de risque, on va peut-être pas la mettre au bon niveau, au bon niveau, au bon curseur, qui fait que on va peut-être se louper et au final on aurait peut-être pu faire 2 heures de mieux sur un ultra trail, Mm. mais on a visé trop bas et du coup voilà. Donc moi ce que j'ai, enfin c'est là où l'importance est du préparateur mental, c'est dans l'accompagnement, dans le développement du coaché justement à se remettre en question sur ce qui vaut vraiment, lui faire ressortir des exemples concrets de ce qu'il est potentiellement capable de faire, parce que souvent on peut avoir tendance à se dévaloriser, comme on peut avoir tendance à se survaloriser. Oui, ça C'est dépend des tout, personnalités, bien ça sûr. dépend des personnalités. Donc c'est vraiment essayer de remettre le bon niveau par rapport à des éléments factuels, tout simplement. Donc là, on va combattre, en fait, c'est des croyances, hein, tout simplement des croyances de je suis capable de faire ça et au final on vaut mieux ou on vaut moins. Mais du coup, c'est de faire face à ces croyances en mettant des éléments factuels, des choses qui sont concrètes par rapport à soi ou par rapport à d'autres personnes qu'on bat peut-être sur un marathon et puis sur un trail de 50 km, ils nous mettent 1 heure. Pourquoi? Alors peut-être qu'il y a des effets physiques effectivement par rapport à la préparation spécifique, mais peut-être aussi beaucoup mental parce que la nature, machin, tout ça, c'est pas bon. Enfin bref, il y a peut-être des choses à mettre en place là-dessus, ou peut-être parce qu'on vise pas assez haut. Donc ça c'est important vraiment à bien analyser. Mais je parle d'objectifs. Ce qu'il est important aussi de faire, et ça j'insiste bien quand je suis des athlètes, je coach des athlètes, c'est vraiment pas de se fixer un objectif, mais de se fixer plusieurs objectifs par rapport à différents critères de prise de risque. Une prise de risque optimale. Donc là, on va vraiment être dans le défi. Alors je prends des terminologies méthode Target, hein, mais on va vraiment être dans le défi de l'objectif qu'on se fixe. Donc un objectif qui va être très haut, donc potentiellement pas atteint, mais il faut se laisser l'opportunité d'y arriver, la possibilité d'y arriver. Parce que si on ne se laisse pas la possibilité d'y arriver, on n'y arrivera pas. Si vous vous fixez 3h10 sur marathon, vous ne ferez pas moins de 3 heures. Pas possible. Mm, Si, ça peut arriver, mais c'est pas souvent le cas quand même. mm. Parce qu'on se contente de faire ce qu'on s'est fixé comme objectif. Donc, c'est se fixer un objectif optimal, un objectif maximal, un objectif qui soit raisonnable, et puis peut-être un objectif minimal aussi. C'est-à-dire, je pars sur un ultra trail, quand bien même on vise pas la haute performance et tout ça. Je pars sur la diagonale des fous. En plus, c'est souvent pas mal de frais, pas mal de choses. C'est un voyage qui va avec. Je pars sur la diagonale des fous. Mon objectif minimal, c'est d'arriver.
Et mon objectif optimal, bah, ça va peut-être être de faire 30-35 heures, j'en sais rien. Et puis un objectif intermédiaire, bah, allez, j'aimerais bien arriver avant le lever du soleil le dimanche matin, par exemple. Des objectifs qui soient factuels, pas forcément horaires, mais du coup qui se déclinent en horaire après. Mais c'est de se mettre des petits challenges, mais des challenges intermédiaires qui font que en course, même quand on a des aléas de course, on puisse se raccrocher justement à ce type enfin, à ces objectifs intermédiaires qu'on s'est déjà fixés en amont. Et ça, c'est important. On l'a pas dit au début, tu l'as évoqué un petit peu sur l'aspect de la prépa mentale. La préparation mentale, c'est pas du gouroutage, c'est plus du gouroutage en tous les cas. La prépa mentale, c'est une discipline à part entière. C'est une discipline à part entière, comme l'est la préparation physique, comme l'est la nutrition, comme le matériel, tout simplement, la technique, l'aspect technique. Ça se travaille. Vous dire, ouais, non, mais le technique, qu'est-ce que tu veux que je travaille dans mes vêtements? Oui, ça se travaille. Vous n'allez pas mettre des vêtements neufs pour aller courir. Vous allez vous entraîner avec. L'alimentation, c'est pas le jour de la course. Et j'ai fait avec mon partenaire nutrition, Meltonic, j'ai fait quelques salons. Et le nombre de personnes qui s'arrêtent auprès d'un Oui, qui stand achète juste avant la pour course. acheter pour la Ah course qui ouais, va avoir lieu ça 2 heures c'est bon. après. Je parle pas de la course du dimanche matin, je parle de l'UTMB, je parle de la Mhm. Diagonale des Fous, je parle des Templiers, enfin des courses qui sont quand même importantes pour lesquelles on s'engage, pour lesquelles on s'investit en termes de préparation financièrement et tout, et qui vont s'acheter de la boisson nutrition pour la course. Et après, on me dit il y a 50% d'abandon dû à des problèmes gastriques. Mais non, on fait pas ça. Ça s'entraîne. L'estomac s'entraîne, le corps s'entraîne par rapport à l'alimentation. Le mental, c'est la même chose. Ça s'entraîne, le mental. C'est des choses qu'on va répéter, systématiser pour pouvoir être performant le jour de la course. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pas, allez, je vais faire une séance comme ça, pof, et puis cool. Non, nous, en tant que préparateur mental, c'est comme le coach physique, hein. Le coach, celui que vous avez un coach physique, j'entends. Vous lui dites, ah, j'aimerais bien me préparer pour aller je vais changer de course, je vais dire l'échappée belle. Euh, j'aimerais m'entraîner pour l'échappée belle. Le coach, il va sortir le plan d'entraînement. Tiens, bah, fais ça. Ok. L'athlète, ah ouais, il est beau le plan. Tac, il le range et puis voilà. Si vous faites ça et que le coach, il fait pas l'entraînement derrière, ça servira à rien. Pareil, de la même manière, un préparateur mental, vous faites la séance. Allez, on fait 1 heure de séance, tac, machin, tout ça. Ouais, c'est bien ce qu'il me dit et tout. Et puis à la fin de la séance, toc, on ferme la page et puis on va s'entraîner et tout. Non, nous, en tant que coach, enfin moi en tout cas, l'objectif, c'est d'apporter des outils concrets qu'on va pouvoir réutiliser à l'entraînement notamment. Si ces outils-là, ils sont pas retravaillés après, moi, je peux rien y faire, hein. Je suis coach, mais je peux rien y faire, hein. Si la personne ne travaille pas derrière, bah, ça lui apportera rien, malheureusement, parce qu'il n'y aura pas ce travail derrière qui va lui permettre de développer son potentiel. Donc, c'est important de prendre conscience que la préparation mentale, comme l'alimentation, tout comme le technique, et tout comme le physique, bah, ça s'entraîne, ça se répète pour le jour de la course, bah, ce que tout soit rodé et qu'il n'y ait plus de surprise. On ne va pas courir avec une paire de chaussures neuves ou une paire de semelles neuves le jour d'une course. Pareil pour les chaussettes. Et pourtant, le nombre de personnes qui vont dire ah, je vais courir, j'ai acheté une belle paire de chaussettes, je la garde pour la course, je ne le mets pas avant parce que voilà, ça arrive, hein. J'ai même Oui, des bah en athlètes qui plus, l'ont fait. Donc, on est un peu poussé par ça, je sais pas pourquoi. La pompe, la paire de chaussures neuves, le et bien truc. sûr, avec les villages qu'il y a sur les aires de départ et Oui, tout bien sûr. ça, quand on est tendance à ouais, bah, c'est cool. Puis forcément, c'est vendeur, c'est fait pour ça les villages. Oui, vous pouvez acheter Et, sur les villages, bien sûr. Je ne dis pas le contraire par rapport à mes partenaires notamment. Mais il faut le tester. Ce sera pour tester sur les entraînements après, quoi. mais ça, pour moi, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il y a une grosse partie, justement, qui vient de. On est à ce moment-là, la veille de course ou l'avant-veille, on est en pression, là, hein, on est en stress, on est sur une Ouais, grosse course, on a un investissement financier, émotionnel, tout ce qu'on veut, physique, quand c'est pas avec la famille et tout, pour caler tout ça. On a peur. Et là, on a vraiment peur en général, et on va chercher le petit pouillem en plus, et on se dit, oh là là, si ouais. j'ai pas cette chaussure-là, ça sera quand même mieux Oui, avec, ça je suis sera mieux avec d'accord cette avec toi. nutrition. Et si on est mieux préparé mentalement, je pense que déjà on a plus de confort en Ouais. soi, de se dire, ouais, non, ça je Ça se sais, c'est bon. prépare, faire face justement à cette attractivité qu'il peut y avoir. Mais je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, il y a aussi un autre élément qui rentre en ligne de compte, c'est que souvent sur ces gros objectifs où il y a parce que quand il y a les villages, c'est sur les grosses courses et les grosses courses sont attrayantes, enfin sont attractives en tout cas en termes de fréquentation. Et les gens, quand ils vont sur une grosse course, c'est souvent un objectif majeur, voire un rêve pour la Réunion. Je vois, il y en a beaucoup, c'est un
rêve de faire la Réunion parce qu'il y a le côté des paysans et tout ça en plus, aventure et autres. Et donc, il y a aussi cet état d'esprit de se dire, je vais sur cette course-là, je le vivrai peut-être pas 10 fois dans ma vie, je vais en profiter à fond. C'est là où derrière, en tant que préparateur mental, il faut mettre la bonne définition des mots. Profiter. Mm. Pour toi, qu'est-ce que c'est que profiter de la course? Est-ce que c'est profiter d'un bon résultat sur la course? Est-ce que c'est profiter de l'ambiance de la course? Est-ce que c'est profiter du paysage? Est-ce que c'est profiter de ta fluidité et de ce que tu vas pouvoir mettre en place? Et dans tout ça, il y en a qui vont se dire, moi je profite. Donc profiter, ça peut vouloir dire quoi? Bah, je profite du village, de l'ambiance qu'il y a sur le village, je profite de ce qui m'est mis à disposition ou en tout cas de ce qui m'est proposé. Ah ouais, je vais tester, enfin je vais acheter ça parce que ça fait partie de l'ambiance, ça fait partie du truc. Donc beaucoup vont se laisser emporter là-dessus. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est déjà dans le mental, où quand on va sur cette course-là, il faut avoir défini tous ces éléments-là. Savoir, je vais là, pourquoi j'y vais? Pourquoi j'y vais? La définition de son engagement auprès d'une course. Ça, c'est fondamental. Si tu sais pas pourquoi tu vas sur une course, bah, t'en arrives à faire n'importe quoi. Et ce n'importe quoi, ça peut, c'est pas forcément le cas, mais ça peut justement acheter la dernière paire de chaussures avant la course, ou le dernier produit énergétique, ou le dernier machin, le dernier textile, et du coup faire des conneries monumentales parce que ça va être complètement contre-productif par rapport à sa performance sur la course. Ça Et- peut être animal, mais ça peut être une volonté de se dire j'y vais, mais j'y vais pour profiter, pour acheter, pour découvrir des trucs. Peu importe ce qui se passera sur la course, peut-être que j'abandonnerai, mais si c'est validé avec soi-même avant la course, moi, ça me pose pas de problème parce que la personne, elle est en accord avec elle-même. Mais il faut qu'elle soit en accord avec elle-même. le mot que tu as employé est excellent. Profiter, tu sais, c'est c'est des mots qu'on entend beaucoup et j'aime bien entendre ces concepts parce que c'est un concept. Profiter, à partir du moment où ça se décline à 7 milliards de personnes, moi, je vais pas profiter de la même manière que Mais toi bien et sûr, que mon voisin. Et est-ce que de dire, moi, j'y vais pour profiter, en général, on le dit, mais il n'y a rien derrière. Il y a juste un concept d'en prendre plein les yeux. Je vais à Disneyland, tu vois. Et en fait, est-ce que profiter va pas te ruiner ta course? Partir à bloc, encore une fois, ça dépend de son niveau, mais partir trop vite comme 90% du peloton au départ, j'y vais parce que j'en profite. Il y a de mais oui, l'ambiance. Ouais, mais d'accord, mais oui. derrière, il y a 100, ben, si c'est un ultra, ok, bah, tu vas faire 10 km à 13-14 peut-être. Normalement, tu devrais courir à 10. Tu devrais marcher dès les premières côtes. T'en as profité, mais qu'est-ce que ça va être la suite? C'est quoi Complètement. profiter, tu vois? Et là, c'est ça Mais que c'est après, c'est hyper légitime important. et propre à chacun, hein. Mais tu vois, bon, on parlait de La Réunion. La Réunion, c'est filmé et tout ça, c'est l'événement phare de l'île de La Réunion chaque année. Bah, le nombre de Réunionnais qui part bille en tête, fleur au fusil pour pouvoir être filmé, ils profitent parce que c'est aussi la gloire, la renommée. Et c'est tout à fait légitime. Là, j'y apporte pas de jugement, hein. C'est tout à fait légitime. Ils ont le droit. Mais par contre, il faut assumer le reste de la course derrière, quoi. Bah, c'est ce que je Enfin, te il dis. faut assumer ce qui va se passer le reste de la course Il y derrière. a Si pas, c'est pour abandonner. pardon, hein, Oui, ouais, excuse. excuse-moi, il n'y a pas de jugement, effectivement. C'est juste être en accord avec soi-même. Si tu dis je veux Exactement, profiter, exactement. faudra pas faire, vulgairement, faudra pas faire la gueule si tu abandonnes au 80e. C'est Parce ça. Il qu'il faut être faudra être en conscient de ce accord. qui peut se passer, et de ce Exactement. que tu as fait et de ce que tu as vécu. Tu peux faire la course jusqu'à Sillaos, jusqu'à la mi-parcours, et te dire, bah moi c'était mon objectif. Moi, l'idée, c'était d'arriver premier à Sillaos. Après, moi, de toute façon, je sais que je bâche, quoi. Mais moi, je voulais arriver premier à Sillaos parce que peut-être j'ai ma famille à Sillaos et que je voulais qu'ils me voient arriver premier. C'est n'importe quoi, hein, mais ça peut être ça. Et pourquoi pas? Et c'est tout à fait légitime. C'est pas parce que ça me correspond pas à moi ou à la personne d'en face ou machin que c'est stupide. Moi, si j'aime partir vite, parce que c'est le cas, j'aime plutôt être chassé que chasseur. Bah, je préfère partir aux avant-postes. Ça me regarde. Après, peut-être que effectivement et certainement, je vais le payer après. Mais moi, je préfère être dans cette configuration de course parce que mentalement, moi, si je cours en étant chasseur, c'est-à-dire je pars comme un Antoine Guillon, par exemple, que j'aime énormément, humainement, hein, enfin voilà, c'est toujours pareil, pas dans le jugement et pas de reproche, mais lui, il part plutôt derrière pour rattraper tout le monde derrière. Il fait des résultats excellents, extraordinaires. Moi, je suis incapable de courir comme lui. Parce que si je pars derrière, j'aurais pas la force mentale pour me dire, bah, je rattraperai au fur et à mesure du Oui, truc. je Non, peux moi, j'ai arriver besoin. premier en partant C'est 50e. ça. Si Ouais. je fais une course, c'est pour être dans le combat face aux autres aussi. Sinon, bah, je fais ce que je fais maintenant, je fais des offs, quoi. C'est comme ça que toi Parce tu que marches, que ton mental fonctionne.
Voilà. Ouais, c'est ça. C'est mon mental à moi. Et c'est pour ça, je disais, en tant que préparateur mental, je ne peux pas transférer ce que moi je fais. Alors, on peut faire des tests. C'est-à-dire que la personne qui se connaît pas trop, qui sait pas trop dans quel truc elle est, bon bah écoute, tu vises, allez, j'ai changé de course la Maxi Race à Annecy. Tu vas faire la Maxi Race 80 km, bah tu vas faire un trail en prépa, tu vas faire deux, trois trails de 40 km en prépa. Bah, essaye. Essaye d'en faire un où tu vas partir vite. Essaye d'en faire un où tu vas partir un peu plus en retrait. Mets des choses en place parce que c'est des choses qu'on peut difficilement faire à l'entraînement. Donc, mets les choses, ça s'appelle des courses de préparation. C'est fait pour ça aussi, pour mettre les choses en place. Et puis, après ta première course, bah, on analysera mentalement ce qui s'est passé au niveau de tes émotions, tes ressentis, tes marqueurs sensoriels. On analysera, on verra ce que tu en retires, ce qu'on peut travailler, ce qu'on peut mettre en place pour que bah, la prochaine course soit mieux réussie et plus en phase avec toi-même. Parce que la personne se connaît mal. Mais ça, c'est des choses qu'on doit mettre en place au fur et à mesure du temps aussi. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour la partie 2 de cette interview avec Éric Clavry. On abordera notamment le record de sa traversée des Pyrénées par le GR10, ainsi que la préparation de son prochain très gros objectif qui aura lieu en terre bretonne, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne manquera pas d'air. Cet épisode touche à sa fin, j'espère sincèrement que celui-ci vous a inspiré ou même apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et être acteur de son évolution. A très vite dans un prochain épisode d'Ultra Mental.